Bonjour, bienvenue en cette fin d'année 2022, c'est l'heure de la tant attendue vidéo de sélection des jeux de société qui ont marqué cette fin d'année 2022. Cette année 2022, elle a été relativement dingue en sortie. Il y a eu un grand nombre de sorties et il y a eu une qualité qui est assez élevée, plus élevée globalement que les autres années, alors que l'année passée j'ai pu vous faire une vidéo avec le top 25 des jeux qui ont marqué l'année. Cette année, j'ai dû me résoudre à vous faire un top 40, alors c'est très gourmand. L'avantage, c'est que vous pourrez quand même trier par catégorie, puisque je vais organiser la vidéo en partant des jeux pour enfants et en terminant par les jeux experts. Donc la vidéo est chapitrée, donc vous pourrez facilement passer d'un jeu à l'autre et éventuellement vous diriger rapidement vers la catégorie qui vous intéresse. Voilà, alors on y va, c'est parti pour les jeux pour enfants. Le premier jeu qui m'a fait craquer dans la catégorie enfant s'appelle La Colline au feu follet. La Colline au feu follet, c'est un jeu de coopération qui se joue à partir de 5 ans et jusque bien tard, puisque je dois bien reconnaître qu'il y a beaucoup d'adultes, y compris moi, qui aiment y jouer. La Colline au feu follet, elle a un petit côté magique, dans ce sens qu'elle est composée d'un plateau qui est incliné et sur lequel des billes vont dévaler. Vous allez donc tirer une bille dans un sac, lâcher la bille du haut du plateau et la bille va dégringoler en empruntant les petits chemins qui se trouvent sur le plateau et parfois s'arrêter contre un gentil magicien, ce qui est bien parce que du coup ce magicien pourra avancer sur le chemin qui descend la colline et malheureusement parfois la bille va aussi s'arrêter contre un vilain sorcier qui lui aussi va progresser. Le but du jeu, c'est d'amener nos magiciens avant que les sorciers aient atteint le bas de la colline et si c'est le cas, nous aurons gagné la partie collectivement. Un deuxième jeu qui m'a fait craquer s'appelle Les Clés Magiques. C'est un jeu pour enfants à partir de 5 ans et c'est édité chez Happy Baobab. De nouveau, c'est un jeu à partir de 5 ans, mais qui est quand même très agréable à jouer quand on est adulte, donc accompagnant les enfants. Alors, les clés magiques, ce sont des clés qui permettent d'ouvrir un coffre dans lequel se trouvent des cristaux. Ces clés se trouvent sur un chemin, et donc sur le plateau, il y a un chemin avec des clés. Certaines clés ouvrent le coffre, d'autres ne l'ouvrent pas. Une autre chose que l'on sait aussi, c'est que plus on prend une clé qui se trouve loin, c'est que quand elle ouvre le coffre, nous gagnerons un plus grand nombre de cristaux. Et c'est là qu'intervient la dimension originale et intéressante du jeu, c'est que c'est un jeu de prise de risque, de stop ou encore, comme on dit, c'est-à-dire que quand vous tombez sur une case qui contient une clé, vous pouvez soit être prudent et tenter tout de suite d'ouvrir le coffre avec la clé, et la clé fonctionnera ou ne fonctionnera pas, ou vous pouvez tenter d'aller plus loin pour trouver une autre clé qui va peut-être ouvrir le coffre et vous offrir un plus grand nombre de cristaux. Alors un troisième jeu craquant s'appelle Dodo. Dodo est édité chez Loki, il s'adresse à des enfants à partir de 6 ans et de nouveau, les adultes s'amuseront bien en jouant à ce jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il est édité chez Loki, c'est un jeu de coopération. Alors, ce dodo, c'est ce bel oiseau qui est malheureusement un peu maladroit, parce qu'il a eu la mauvaise idée de pondre un œuf, mais au sommet de la montagne. Et si on n'était pas là pour l'aider, l'œuf dégringolerait de la montagne et probablement qu'il se briserait. Donc, comme nous sommes là pour aider Dodo, nous allons construire un réseau de passerelles qui vont descendre en fait en spirale autour de la montagne, dans le but de permettre à l'œuf de descendre plus lentement. Et d'ailleurs, quand je parle de descendre lentement, cet œuf, et c'est ça qui est vraiment le gimmick du jeu et qui fascine tous les joueurs, que ce soit des enfants ou des adultes, c'est un œuf qui est construit, je ne sais pas du tout comment, mais c'est une boule qui, une fois qu'elle commence à descendre sur la piste, sur la première rampe, elle descend tout doucement, par petit à coup, comme ça, il faut vraiment le voir pour le croire. Je ne sais pas quelle est la construction de cette boule, mais elle commence à descendre, voilà, et on voit qu'elle avance tout doucement, et pendant qu'elle est en train de glisser sur la première passerelle, eh bien notre but, ça va être de gagner la deuxième passerelle que nous pourrons placer à la suite de la première pour descendre progressivement de la montagne. Et comment fait-on pour gagner cette deuxième passerelle? Eh bien, ça se passe comme un memory contre la montre. Donc, en fait, vous devez résoudre des combinaisons de memory. Un certain nombre de symboles doivent être trouvés en fonction de la passerelle, en fonction de la longueur de la passerelle, sachant qu'elles sont de plus en plus longues quand vous arrivez vers la base de la montagne. Vous devez donc résoudre ce memory pour gagner la passerelle, puis poser la passerelle pour permettre à la bille de tomber. Et à chaque fois que vous posez une nouvelle passerelle, vous continuez la course memory pour prendre la suivante et encore la suivante jusqu'à ce que la boule atteigne le bateau qui se trouve en bas de la montagne, un bateau sur lequel l'œuf sera enfin en sécurité.
Oh voilà un jeu tout mignon, il s'appelle À tâtons. À tâtons, c'est un jeu qui s'adresse à des enfants à partir de 4 ans. C'est un jeu que vous pouvez jouer au choix, en coopération ou en compétition. C'est un jeu de course, donc si vous êtes en compétition, il faudra gagner et atteindre la ligne d'arrivée contre les autres joueurs. Et si on est en coopération, alors on va faire une course ensemble contre un troll qui nous poursuit. La manière de faire la course, c'est ça qui est original, c'est que c'est une course à tâtons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une piste sur le plateau qui est composée en fait de cases qui correspondent à des terrains différents. Et chaque terrain correspond à une texture que l'on doit être capable de reconnaître au toucher, en plongeant la main dans un sac et en identifiant des pions qui ont différentes matières. Il y a des matières plus rugueuses, des matières plus soyeuses, il y a des matières qui font du papier chiffonné, etc. Et donc vous devez reconnaître la texture qui correspond au prochain terrain vers lequel vous voulez vous déplacer pour pouvoir avancer. Alors le nom du jeu suivant, il va dépendre du fait que vous achetez le jeu en Belgique ou en France. C'est assez curieux. Si vous l'achetez en Belgique, le jeu s'appellera Pengo Jump. Si vous achetez le jeu en France, il s'appellera Glisse Banquise. Dans les deux cas, c'est exactement le même jeu. C'est un jeu qui est édité par Blue Orange et qui s'adresse à des enfants à partir de 6 ans et qui se joue en coopération. En coopération, nous allons tenter d'aider des petits pingouins à sauter de bloc de glace en bloc de glace pour rejoindre la maison avant que le soleil soit couché. Et c'est là que la partie originale du jeu intervient, c'est que ces blocs de glace glissent, dérivent lentement en éloignant donc les pingouins de leur maison. Et la manière de glisser correspond à ce que vous connaissez peut-être dans les jeux de grue qu'il y a dans les foires. Donc en fait, on pousse un ensemble de pièces et tout ensemble, les pièces se déplacent en blocs. Ici, c'est pareil. À chaque tour de jeu, vous allez glisser des blocs de glace à l'entrée du plateau de jeu et l'ensemble des blocs de glace va reculer. Et bien évidemment, le but du jeu, c'est d'aider les pingouins à sauter de bloc en bloc pour aller plus vite dans le sens qui les amène à la maison que les blocs qui les éloignent de la maison. Voici un autre jeu qui est aussi visuellement très parlant. Il s'appelle Pas vu, pas pris. C'est un jeu, je dirais même familial, pas nécessairement que pour les enfants. C'est vraiment typiquement le jeu qu'on pourra jouer en famille. Et c'est un jeu en fait qui est un cache-cache sur table, donc pas vu pas pris, le nom l'évoque bien. Nous allons donc avoir chacun des petits fantômes que nous allons aider à traverser une pièce qui est remplie de meubles et dans le jeu, sur le plateau, nous allons vraiment mettre des petits meubles en 3 dimensions et ces petits meubles vont servir de points derrière lesquels les petits fantômes vont pouvoir se cacher. Se cacher de quoi? Eh bien, il y a une grosse serrure qui va se placer autour du plateau. On ne sait pas toujours exactement où va se trouver la serrure. Ce que l'on sait, c'est qu'une fois que nous aurons déplacé nos fantômes, nous regarderons à travers la serrure pour voir quels sont les fantômes qui sont bien cachés ou ceux que l'on aperçoit depuis la serrure. Ceux qui sont aperçus doivent retourner sur la ligne de départ, tandis que les autres peuvent progresser dans leur course. Nous sommes donc dans un jeu de compétition où chacun va essayer d'amener un maximum de ses fantômes à travers la pièce sans se faire repérer à travers le trou de la serrure. Alors le jeu suivant, je ne vais pas vous le présenter avec la boîte en main, tout simplement parce qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le jeu ne nous est pas encore arrivé dans les rayons, mais c'est une question de jours. Donc en principe, quand vous regarderez cette vidéo, le jeu sera là. Vous allez dire, tiens, c'est bizarre, pourtant il tient une boîte dans la main. Et effectivement, si je tiens cette boîte-là, c'est parce qu'il y a un lien. Le jeu que je dois vous présenter s'appelle Zombie Kids Flashback et c'est un jeu qui se déroule dans le même univers que Zombie Teens et Zombie Kids qui existent déjà en tant que jeux coopératifs proposés chez le Scorpion Masqué. Ce sont des jeux qui sont tout à fait adorables, ils ont une mécanique qui est originale et dans un univers qui est graphiquement superbe, et ce sont des jeux qui sont évolutifs, ils sont bourrés d'enveloppes, qui vont enrichir le jeu au fur et à mesure que l'enfant va jouer et va acquérir de l'expérience de ces jeux. Mais Zombie Kids Flashback, c'est autre chose, c'est le même univers, mais c'est un autre type de jeu. C'est un jeu plus de type enquête et résolution de questions, mais toujours dans cet univers dans lequel des zombies un petit peu rigolos sont en train d'envahir notre école et notre village. Et le principe de ces enquêtes, c'est que nous allons observer une scène qui est figée dans le temps. Mais nous allons observer cette scène en 3 dimensions de plusieurs points de vue. Et au fur et à mesure où nous allons retourner des cartes en changeant de point de vue, si par exemple je vois
un chien qui observe la scène, je peux me demander comment le chien voit la scène, et si le chien voit un dinosaure, je peux me demander comment le dinosaure voit la scène, si je vois dans la scène un zombie, je peux me demander comment le zombie voit la scène, et en passant de carte en carte, je vais petit à petit me construire une image de l'ensemble de cette scène, de ce qui est en train de se passer, et d'essayer d'expliquer ce qui se passe. Et au fur et à mesure où je vais dévoiler les cartes, je vais aussi découvrir des questions qui vont être posées. Et le but du jeu, bien évidemment, ça va être donc d'observer cette scène et de répondre à l'ensemble des questions de l'enquête que nous sommes en train de mener. Donc, si vous suivez un petit peu l'actualité ludique, en particulier dans le monde des jeux pour enfants, vous savez peut-être que Bubble Stories a été élu As d'or jeu de l'année pour enfants en 2022. C'est une petite sucrerie comme ça, vraiment une toute petite boîte de jeu qui contient un jeu qui est vraiment très original. Il a un petit peu un point commun avec le Zombie Kids Flashback, si ce n'est qu'il s'adresse à des enfants à partir de 4 ans. C'est que l'on explore, en fait on explore un univers en passant de bulle en bulle pour pouvoir découvrir tout un ensemble d'objets ou de choses qui nous sont demandées au début du scénario. Alors Bubble Stories est un jeu qui est vraiment très agréable, dans lequel il y a déjà 3 univers qui sont proposés. Et cette année, l'éditeur a sorti un 2e épisode de Bubble Stories qui s'appelle Bubble Stories Holidays ou Bubble Stories Vacances, dans lequel vous avez 3 nouveaux univers et donc de nouveaux défis à satisfaire, mais tout le temps, toujours avec la même mécanique de jeu. Donc je continue dans les suites et les déclinaisons de jeux. Vous connaissez probablement le jeu Unlock, et si vous ne connaissez pas, il faut absolument que vous le connaissiez, qui est donc un jeu d'énigmes façon escape room sur table. Et la bonne nouvelle, c'est que l'éditeur Spesco a fait une adaptation pour enfants de la gamme Unlock, en l'appelant relativement logiquement Unlock Kids. Donc Unlock Kids propose aussi 3 univers dans lesquels vous pouvez vivre 6 aventures au total. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'application ici, alors que dans l'Unlock original, il y a une application. Donc ici, c'est un jeu qui s'adresse aux enfants, qui ne nécessite pas d'application, mais qui va nécessiter, de la même manière que le jeu pour les grands, de résoudre tout un ensemble d'énigmes logiques pour pouvoir progresser dans l'histoire. Inutile de vous dire que le jeu a extrêmement bien fonctionné, notamment parce qu'il est un petit peu l'héritier de Unlock, mais aussi parce que l'adaptation est très réussie. Et puisque l'adaptation est réussie et que le jeu a bien marché, forcément une suite est sortie. Vous avez donc Unlock Kids 2, Unlock Kids Histoire d'époque, qui est sorti avec donc 3 nouveaux univers, avec 6 nouvelles histoires, et toujours une mécanique qui s'utilise sans application, et donc qui permet à l'enfant de progresser dans le jeu uniquement avec le matériel qui se trouve dans la boîte. Donc 3 nouvelles aventures, de chouettes aventures, que je vous invite vraiment à découvrir. Et puis tant qu'on y est sur les déclinaisons, vous connaissez peut-être le jeu Mysterium, Mysterium qui est un jeu coopératif, de nouveau plutôt pour les grands quand même, et dans lequel les joueurs communiquent par l'image. De nouveau Spesco, et en collaboration avec Libellude. Donc Libellude était l'éditeur du Mysterium original. Donc ici Libellude s'est allié à Spesco pour faire une adaptation pour enfants de Mysterium qui s'appelle Mysterium Kids, de nouveau. Dans Mysterium Kids, c'est de nouveau un jeu coopératif, mais qui s'adresse cette fois plutôt aux enfants. Et la communication ne se fait plus par l'image, mais elle se fait par le son. À l'intérieur de la boîte, il y a un petit gimmick un petit peu foufou, c'est qu'il y a un tambourin. Et le tambourin, ça va être votre instrument de communication. Donc sur la table, vous aurez un ensemble d'objets et vous allez tenter d'imiter le bruit de cet objet pour transmettre à vos partenaires de jeu quel est l'objet que vous essayez de transmettre actuellement à travers les bruits de votre tambourin. C'est donc un jeu qui est un petit peu rigolo, avec une mécanique qui est assez originale, et c'est assez inédit de trouver un tambourin dans une boîte de jeu. Et donc ça s'appelle Mysterium Kids, c'est très accessible, et c'est pour les enfants à partir de 6 ans. Nous allons maintenant passer dans un registre de jeux qui s'adresse à des plus grands. Je pense que Acropolis est le meilleur moyen de démarrer parce que je pense que Acropolis est vraiment un des meilleurs jeux de stratégie sortis en cette année 2022, en stratégie tout public. Donc dans Acropolis, qu'est-ce qui le rend spécial? C'est qu'il y a un côté satisfaisant de la construction d'une acropole. Nous allons donc construire, en collant les tuiles les unes contre les autres ou les unes sur les autres, une île, donc en largeur
longueur et en hauteur, en essayant d'optimiser la valeur de cette acropole, donc la valeur de cette île que nous construisons. Et la manière d'optimiser la valeur, c'est de disposer correctement les bâtiments sur cette île. En choisissant correctement les bâtiments et en les posant les uns par rapport aux autres de manière optimale et en essayant d'élever l'île pour élever la valeur de l'ensemble des bâtiments que l'on pose, chacun essaiera d'optimiser son score. C'est vraiment très agréable, c'est visuellement joli et c'est mécaniquement très simple, très accessible, tout en suscitant malgré tout la réflexion. Donc une excellente sortie qui est éditée chez Gigamic et qui est déjà accessible pour des enfants de 8-10 ans, c'est déjà possible. Alors le jeu suivant, je peux le qualifier de dinguement original. Il s'appelle Trax, il est édité par Kif Édition, qui était d'ailleurs présent au festival Jeux de Nîmes pour présenter Trax. Et c'est un jeu qui est original, pourquoi? Parce que c'est un jeu donc, qui, en coopération, vous invite à résoudre des enquêtes, mais sur base du son, de l'écoute d'une piste sonore. Je vais vous donner par exemple le pitch du tout premier scénario. Donc, dans la boîte de jeu, vous avez un plan de ville et vous avez aussi une application que vous allez pouvoir installer sur l'appareil de votre choix. Et en choisissant la fiche de la première enquête, vous avez une introduction qui vous dit qu'un écrivain célèbre vient de sortir un gros succès et il est au téléphone avec un camarade quand des kidnappeurs arrivent, s'emparent de lui, le jettent dans le coffre de la voiture et l'amènent en direction d'un repère dans lequel ils vont séquestrer l'écrivain. Notre but, en tant que nouveau labo de police, c'est d'essayer d'identifier à quel endroit l'écrivain a été séquestré. Le truc, c'est que nous avons de la chance, la communication téléphonique n'a pas été interrompue, ce qui fait que nous avons tout l'historique de l'appel, donc depuis l'appel de l'écrivain jusqu'au moment où il s'est fait capturer dans la voiture et tout le trajet de la voiture, nous pouvons pas le voir, mais nous pouvons l'entendre. Et donc, en écoutant soigneusement cette piste de son, nous allons essayer d'identifier des points dans la ville que nous reconnaissons, peut-être des lignes de tram ou des trains, ou un aéroport, ou une église, une école, un hôpital, etc. Donc, tous ces bruits que nous allons entendre vont nous permettre d'essayer d'identifier quel est le trajet qui a été emprunté par les ravisseurs, et idéalement, poursuivre le trajet jusqu'à son aboutissement et donc jusqu'à l'identification de l'adresse précise à laquelle cet écrivain, par exemple pour le premier scénario, a été séquestré. Tous les éléments ne se trouvent pas sur le plan. Nous avons aussi accès aux caméras de la ville pour des choses qui se passeraient qu'on ne trouve pas typiquement sur un plan. Si par exemple vous entendez un chien aboyer, forcément un chien ça n'apparaît pas sur un plan, mais peut-être qu'en regardant une caméra de la ville, vous allez apercevoir un chien dans un endroit particulier de la ville. Et tous ces éléments sont des éléments qui vous permettront de progresser dans l'enquête. C'est donc super original. Il y a 15 enquêtes qui sont proposées dans le jeu, qui vont en difficulté croissante, mais on prend déjà son pied dès la première aventure, et donc c'est un jeu qui est très riche et qui pourra se renouveler à travers toutes ces enquêtes. Donc ça s'appelle Trax. Le jeu suivant est aussi un jeu de coopération et avec un petit côté narratif. Il a fait moins l'objet de buzz, mais je le trouve néanmoins original. Et c'est un jeu qui est narratif d'une manière différente de Trax. Dans Trax, on écoutait une piste sonore. Ici, on va lire une histoire qui se trouve dans un livret à l'intérieur de la boîte de jeu. Il y a plusieurs histoires, bien évidemment, pour varier les parties, et chacune se déroule dans un univers différent. Et j'insiste aussi sur le fait que les histoires sont rejouables. Vous comprendrez pourquoi. Il n'y a pas de mécanique qui fait qu'une fois qu'on connaît une histoire, il n'y a plus de surprise. Donc c'est tout à fait rejouable, même en racontant les mêmes histoires. Donc le principe, c'est que ces histoires sont ponctuées par un ensemble de chapitres à la fin desquels on vous demande de résoudre une action en utilisant des objets. Et ces objets, un joueur de référence va les tirer dans sa main, il va tirer tout un ensemble de cartes dans sa main, et parmi les cartes qu'il a en main, il va devoir choisir 2 cartes qui correspondent à des objets qui lui semblent particulièrement utiles pour résoudre l'action demandée, et 3 objets qui lui semblent particulièrement inutiles pour l'action qui est demandée. Il y aura donc 5 cartes avec 2 utiles et 3 inutiles. Le joueur les choisit, les mélange et les présente aux autres joueurs. L'idée, c'est qu'évidemment, les objets qui sont proposés ont souvent un rapport un peu aléatoire avec la question qui est posée. Et donc, il faut s'inventer dans la tête
des scénarios d'utilisation de ces objets. Et c'est ça qui est marrant justement, c'est pourrons-nous reconstituer les mêmes scénarios d'utilisation des objets que l'utilisateur de référence. Et donc c'est à travers tous ces échanges sur la manière dont on pourrait utiliser les objets que l'ambiance du jeu se crée. Donc le Club des Aventuriers, c'est un jeu de narratif et de communication par l'image et qui crée une chouette ambiance à travers toutes ces discussions loufoques que l'on a sur l'utilisation des objets. Le jeu suivant s'appelle Super Mega Lucky Box. Alors ce jeu, je vais un peu vous faire peur, c'est un jeu qui revisite le bingo. Vous allez me dire, le bingo c'est mortel comme jeu, mais Super Mega Lucky Box dope complètement le bingo d'une manière qui est tout à fait rigolote. En fait, dans Super Mega Lucky Box, vous aurez donc plusieurs grilles en parallèle. Et à chaque fois qu'un nombre sortira, vous pourrez cocher ce nombre dans une des grilles qui se trouve devant vous. Et la petite astuce, c'est que dans ces mini-grilles, ce sont des mini-grilles de 3 x 3 cases, à chaque fois que vous remplissez une ligne ou une colonne, il y a un bonus à la clé qui se trouve au bout de cette ligne ou de cette colonne. Le bonus, c'est souvent le droit de cocher un nombre supplémentaire, alors soit la valeur est définie ou la valeur est au choix. Et le côté rigolo, c'est que du coup, en cascade, vous allez parfois parvenir à faire des coches et recoches et recoches et recoches, parce qu'en cascade, vous allez compléter des lignes et des colonnes sur les différentes grilles. Certains autres bonus vous permettront d'avoir des gains tactiques de manche ou des gains stratégiques de fin de partie. Il y a parfois des bonus aussi qui sont les éclairs, qui vous permettront aussi de corriger la valeur des prochains nombres qui sortiront. Donc vous voyez à travers tous ces petits enrichissements de combos, de calcul de bonus intermédiaires et de fin de partie et de correction des nombres, on a un jeu qui est beaucoup plus riche tactiquement et qui est assez jouissif sur le côté moteur et combo qu'il y a moyen de réaliser pendant la partie. Alors, puisque j'en étais à vous faire peur avec des revisites de jeux ancestraux, on venait de revisiter le bingo, maintenant on va revisiter la bataille. La bataille, elle va se jouer avec Challengers. Dans Challengers, vous allez avoir un deck de cartes, c'est-à-dire un jeu de cartes, qui va vous servir à jouer à la bataille avec un adversaire. Et le principe de Challengers, c'est que nous allons organiser un grand tournoi où chaque joueur va affronter chaque autre joueur. Donc toutes les rencontres possibles auront lieu et à la fin de la partie, il y aura un grand vainqueur. Ces rencontres entre joueurs se déroulent un petit peu comme un jeu de bataille, donc en comparant les forces des cartes qui sont tirées, mais il y a un petit twist, c'est que toutes ces cartes ont des valeurs, mais aussi des effets. Ça, c'est un premier point. Et donc, il va y avoir des petits effets de combo qui vont apparaître à travers cette bataille. Et l'autre point qui est original et qui rend vraiment le jeu très intéressant, c'est qu'entre chaque manche du tournoi, vous allez pouvoir enrichir votre deck de cartes avec de nouvelles cartes, avec de plus en plus de pouvoir et avec des combinaisons qui sont de plus en plus fortes. Donc, quand vous allez avancer dans le jeu, vous allez jouer des combos de bataille qui vont être de plus en plus impressionnantes. Et vraiment, à la fin de la partie, vous aurez un deck qui est vraiment blindé très fort. C'est vraiment le côté original, donc de nouveau on est dans la revisite, ici la revisite de la bataille, mais avec toute une sauce qui rend le jeu original malgré tout. Alors on parlait de quelques jeux dinguement originaux, hein, on avait parlé de Trax. Ici Turing Machine fait aussi partie des jeux que je qualifie de dinguement original. Alors je l'appelle jeu, mais en fait on est un peu à la limite entre le jeu et le casse-tête défi logique. Il se joue malgré tout à plusieurs, mais quand on joue à plusieurs, finalement, on sera plus en comparaison de vitesse sur la résolution d'un casse-tête. Donc quelque part, on est avant tout sur un jeu de résolution de défi logique. Une résolution de défi logique qui consiste à casser un code, donc à découvrir un code à 3 chiffres. Et la manière de résoudre ce code, c'est de proposer des codes à une machine qui va vous donner des réponses qui vous permettront d'affiner et de vous rapprocher de plus en plus du code recherché. Et la grande originalité, c'est que cette machine n'existe pas sous forme électronique. Cette machine, elle existe sous forme de carton et de cartes perforées qui se trouvent dans le jeu. Et c'est ça qui est complètement dingue, c'est que quand vous allez proposer une combinaison, vous allez superposer des cartes perforées et le jeu est construit de manière tellement subtile que chaque combinaison de cartes perforées que vous allez faire va vous révéler une réponse par rapport à une question particulière. Et chaque fois que vous ferez une proposition de code, vous aurez une réponse qui va vous permettre donc petit à petit de progresser vers la résolution.
À noter qu'il y a donc un certain nombre limité de challenges qui se trouvent dans la boîte, mais il y a une application gratuite que l'éditeur propose, dans laquelle se trouvent des millions de combinaisons supplémentaires, vraiment des millions. Vous avez donc un jeu qui est rejouable, je ne vais pas dire à l'infini, mais qui est rejouable tellement énormément que vous n'en verrez jamais le bout. À noter aussi qu'il y a des codes qui sont un peu plus simples à craquer et des codes qui sont un petit peu plus complexes à craquer. Il y a donc de la matière à évoluer, à acquérir de l'expérience pour résoudre des problèmes de plus en plus difficiles. Alors je vais essayer d'être bref parce que cette boîte est très lourde. Ici on fait vraiment un virage à 180 degrés. Autant on vient de quitter un jeu qui est tout à fait abstrait. Ici, on va vraiment être dans le jeu qui est tout à fait thématique. Le jeu s'appelle Heat, c'est édité chez Days of Wonder. Et Heat est un jeu de simulation de course de Formule 1. C'est une boîte qui est grosse, qui est bien épaisse et qui est bourrée de matériel. Donc elle est assez lourde. Dedans, vous allez avoir plus de 200 cartes de jeu. Vous avez 2 grands plateaux qui sont recto-verso. Vous avez donc 4 circuits. Vous avez les USA, vous avez l'Angleterre, vous avez l'Italie et vous avez la France. Et donc chaque plateau contient un circuit sur lequel donc vous allez faire la course. Il y a aussi des mini-plateaux où chaque joueur va pouvoir conserver les éléments qui sont liés à sa voiture, donc les cartes qu'il joue et l'état de sa voiture. Il y a bien sûr des petites voitures miniatures, il y a des leviers de vitesse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la règle de jeu, vous avez des tas de modules. Donc vous avez un jeu de base qui vous permettra de partir relativement rapidement et donc de jouer facilement avec des amis qui ne connaissent pas le jeu. Et puis vous avez tout un ensemble de modules que vous pouvez ajouter à la règle de base pour sophistiquer le jeu. Par exemple, introduire des conditions météo ou d'autres manières de raffiner la course ou la gestion de votre voiture. Et il existe aussi même un mode championnat qui vous permettra de réutiliser finalement votre équipe et d'accumuler les points de course en course pour essayer de gagner la victoire donc au bout d'une saison complète de championnat à travers les différents circuits. C'est donc très riche. Il y a une mécanique qui pourtant est relativement simple. C'est basé sur des choix de cartes et de décisions sur la manière d'être cruel avec l'état de santé de votre voiture. Donc si vous malmenez votre voiture, votre jeu de cartes va se polluer, donc va diminuer vos possibilités d'action. Si par contre vous êtes prudent, votre jeu de cartes ne se polluera pas, mais vous n'avancerez pas suffisamment vite. Donc vous serez toujours sur la tangente, à la limite de l'explosion de votre voiture pour tenir le rythme de la course. C'est comme dans la réalité, c'est aussi un jeu qui pardonne peu, donc si vous êtes beaucoup trop prudent, vous aurez beaucoup de mal à rattraper un retard dans la course. Donc il y a vraiment un côté simulation dans ce jeu qui est sympa et avec un matériel qui est vraiment très impressionnant. On continue dans le jeu tout public, mais cette fois on va passer dans le jeu d'ambiance. Donc il y a eu TTMC, donc tu te mets combien, et cette fois-ci il y a le TTMC 2 qui vient de sortir. Alors c'est quoi le principe de tu te mets combien ou de TTMC pour les intimes? Dans TTMC en fait c'est un jeu de quiz qui ressemble finalement à un Trivial Pursuit, mais il a un aspect qui est original et qui le rend plus agréable à mon sens à jouer que Trivial Pursuit, c'est que là le jeu s'adapte à la compétence que vous avez sur les thèmes. Donc en fait, quand on va vous poser une question, on vous décrit d'abord le thème et vous devez vous auto-évaluer sur vos connaissances dans ce thème. Si vous vous évaluez à 10 sur 10, vous aurez une question extrêmement compliquée, mais vous avancerez de 10 cases si vous gagnez. Si vous évaluez à 2 sur 10, eh bien vous aurez une question qui est extrêmement simple, mais vous n'avancerez que de 2 cases sur la piste. À vous donc de prendre des risques suffisants à essayer de vous évaluer proprement sur chacun des thèmes qui sont proposés. Il y a des milliers de questions dans une boîte, donc il y a de nouveaux milliers de questions qui sont proposées dans la boîte de TTMC 2, avec des questions qui sont rigolotes ou des questions qui sont vraiment difficiles. Il y a un mix de tout. Et l'originalité aussi de TTMC 2, c'est qu'à l'intérieur de la grande boîte, il y a une petite boîte. Et la petite boîte, c'est une petite boîte de voyage. Donc à l'intérieur de cette petite boîte, il y a un tas de cartes avec des centaines de questions dedans et tout le matériel nécessaire pour jouer une partie quand vous voyagez. On continue dans l'ambiance avec Soundbox.
On avait un jeu sonore tout à l'heure qui était Trax, sur lequel c'était une piste sonore dans une application qui jouait. Ici, c'est un jeu sonore, mais un petit peu particulier, puisque les sons, c'est vous qui allez les faire. Vous allez donc devoir imiter tout un ensemble de sons qui sont proposés autour du plateau. Et au début d'un tour, chaque joueur va recevoir un nombre qui va indiquer quel est le son qu'il doit accomplir pendant le tour de jeu. Un joueur sera l'auditeur, devra mettre des lunettes qui sont fournies dans le jeu. Ce sont des lunettes en carton qui vous masquent les yeux, donc vous pourrez entendre mais pas voir. Et au top départ, tous les joueurs, simultanément, vont imiter le bruit qui leur a été assigné. Et c'est ça le truc rigolo, c'est que vous allez avoir un brouhaha de tous les bruits simultanément, et l'auditeur va tenter, tant bien que mal, d'identifier en fait tous les sons qu'il entend pour que à la fin des 13 secondes, ça ne dure que 13 secondes cette partie sonore, donc à la fin des 13 secondes, qu'il puisse tenter d'identifier un maximum des sons qu'il a entendus. Pour tous les sons trouvés, on va progresser sur une piste. Pour tous les sons ratés, on va progresser sur une autre piste. Et bien évidemment, c'est un jeu de coopération. On va essayer d'aboutir au bout de la piste de victoire avant d'atteindre le bout de la piste de défaite. Alors je ne vais pas vous faire un dessin, en voyant la couverture, vous devinez l'univers dans lequel nous allons être plongés. Le jeu Stupéfix est un jeu qui est édité par Repos Productions. Repos Productions, vous connaissez certainement, c'est l'éditeur belge qui a commis des jeux comme Time's Up, Concept, Seven Wonders, bref, c'est un éditeur qui compte quand même dans le paysage ludique. Et c'est aussi l'éditeur d'ailleurs de Cash & Guns. Donc si vous connaissez Cash & Guns, vous allez reconnaître dans Stupéfix une rethématisation du jeu Cash & Guns. Et si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, c'est très simple comme principe. Donc ici, nous sommes dans l'univers d'Harry Potter, de l'école de Poudlard, et chaque joueur ou équipe de joueurs, selon le nombre de joueurs, représentera une des maisons de l'école Poudlard. Et va avoir lieu ici le grand défi de sorcellerie annuel entre les élèves de première année et les élèves de première année qui ne sont pas encore complètement au point sur les sorts qu'ils vont lancer. Et donc nous sommes ici dans un jeu où nous allons nous lancer des sorts mutuellement, des sorts qui parfois vont réussir, parfois vont rater. Donc il y aura une première phase en fait de tour de jeu dans laquelle les joueurs vont essayer de préparer mentalement et secrètement les joueurs adverses qu'ils comptent pointer. Et puis au 1, 2, 3, go, chaque joueur va tendre sa baguette magique. Il y a des baguettes magiques dans la boîte de jeu. Va tendre sa baguette magique en direction d'un adversaire, forcément, hein, pas un joueur de son équipe. Et puis en observant la situation, donc où certains joueurs sont visés et d'autres ne sont pas visés, donc sont tranquilles. Donc il va y avoir une deuxième phase où on va dire 1, 2, 3, go. Alors les joueurs qui veulent se protéger, donc renoncent à lancer leur sort mais se protègent, tandis que d'autres vont maintenir leur baguette pour lancer leur sort. Et le score justement va consister à résoudre tous ces lancers de sorts, donc voir qui était touché, qui ne l'a pas été, qui s'est protégé, pour savoir comment vont se distribuer les points entre les parties. Bien évidemment, au bout de 8 tours de jeu, l'équipe qui aura le score le plus élevé sera la maison gagnante de l'école de Poudlard à l'issue de ce grand concours de sorcellerie. Parmi les jeux d'ambiance de cette année, il y a aussi de très bons jeux de mots et d'associations d'idées. Le premier que je vais vous présenter s'appelle Maudit Maudit. C'est un jeu qui est édité par Cocktail Games, donc le même que Super Mega Lucky Box que je vous ai présenté récemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le graphisme de la boîte est vraiment magnifique. Et une originalité de ce jeu, c'est que cette boîte, je l'ouvre et je commence à jouer. C'est aussi simple que ça. Il y a des mots sur la droite, il y a des symboles sur la gauche qui définissent les mots que je vais devoir faire trouver aux autres joueurs. Donc vous pouvez vous asseoir dans le canapé, un joueur prend la boîte et il va faire deviner des mots aux autres joueurs. Il va faire deviner des mots à la façon du jeu pyramide pour ceux qui connaissent. Donc en fait, je fais deviner un mot en annonçant d'autres mots et en espérant donc que la séquence de mots que je donne va permettre d'identifier le mot recherché. Donc ça, c'est le principe de base d'un jeu à la façon pyramide. Le petit twist qui se trouve dans Maudit Maudit et qui rend le jeu finalement assez différent en expérience de jeu que Pyramide, c'est que ici, le nombre de mots indices que vous devez utiliser est imposé.
Donc, si par exemple je dis que vous devez faire trouver le mot neige en 3 mots, vous devez le faire exactement en 3 mots. Donc si je dis flocon et qu'un joueur trouve neige dès la première fois, ce joueur marquera des points, mais pas moi, parce que je n'ai pas rempli le contrat de faire trouver le mot en 3 fois. Je vais donc devoir chercher une séquence de mots qui permet d'évoquer le mot recherché sans être trop explicite, jusqu'au moment où, sur le dernier indice, je donne vraiment celui qui permet de trouver le mot recherché. C'est un jeu qui finalement n'est pas terriblement important en termes de score que vous allez compter. Donc en fait c'est vraiment le jeu, vous asseyez dans le canapé, vous faites deviner des mots aux autres joueurs et vous prendrez plaisir à jouer rien que de cette manière. Il y a bien évidemment une règle de jeu qui décrit comment on marque des points et donc vous pouvez jouer très sérieusement autour d'une table, essayer de maximiser vos points de victoire. Le jeu d'ambiance et de mots suivant s'appelle 13 mots. 13 mots, c'est un jeu qui est vraiment très belge. Donc l'auteur est belge, c'est Romain Lousser, et l'éditeur est belge, il s'appelle Captain Games. Captain Games, un éditeur que vous ne connaissez peut-être pas, c'est normal, c'est le premier jeu qu'il édite. Mais la personne qui est aux commandes, c'est Cédric Comont. Cédric Comont, c'est loin d'être un débutant, c'est le cofondateur de Repos Productions. Donc on est loin d'être dans le débutant, et donc 13 mots est déjà un jeu qui est déjà très abouti. Et donc dans 13 mots, l'idée c'est qu'il y aura un mot au centre du plateau et qu'un joueur de référence, qu'on appellera le capitaine du tour, va essayer d'associer à l'un des 12 mots qui se trouvent autour du plateau de jeu. Donc il va chercher quel est le mot parmi les 12 qui correspond le mieux au centre. Il va programmer ce choix sur une petite roue. Les autres joueurs vont essayer de se mettre dans la tête du capitaine et de deviner quelle est l'association que le capitaine a fait. Toutes les réponses correctes permettront de gagner des points, c'est un jeu de coopération, et une fois que l'on aura diagnostiqué le résultat, on éliminera le mot qui était recherché. Il y a donc un mot de moins autour du plateau, une nouvelle association à faire, et on passe au joueur suivant comme nouveau capitaine. Et ainsi de suite, donc on essaie de maximiser son score à la fin de la partie. Il y a une petite échelle qui, en fonction du score que vous avez obtenu, va vous congratuler plus ou moins pour l'efficacité du travail que vous avez réalisé. Encore un jeu de mots et un jeu d'ambiance. Donc je vous disais que cette année, elle avait été assez prolifique en termes de jeux de mots. Celui-ci s'appelle l'Hippogramme. Il est édité par Kif Édition. Kif Édition, c'est le même éditeur que le Trax dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Donc dans l'Hippogramme, on va de nouveau essayer de faire deviner un mot en utilisant d'autres mots. Avec ici la petite astuce, c'est que dans les mots indices que l'on donnera, il y aura toujours une lettre interdite. Cette lettre interdite, elle sera définie par une application qui tourne sur l'appareil de votre choix. Et c'est une application qui est vraiment super sympa parce qu'elle contient des animations qui sont très rigolotes avec un hippo qui court dans tous les sens. L'animation, elle dépendra aussi du mode de jeu dans lequel vous décidez de jouer. Donc vous pouvez jouer en coopération ou en compétition par équipe. Donc, au fur et à mesure où vous allez jouer, vous allez progresser dans les niveaux et l'application va vous accompagner dans la progression de ces niveaux et va à chaque fois vous proposer donc de nouveaux défis qui seront de plus en plus difficiles. Vous connaissez certainement l'éditeur Gigamic et sa gamme de jeux de réflexion en bois qui sont pour la plupart destinés à 2 joueurs. Ce sont des jeux qui sont vraiment magnifiques. Si vous ne connaissez pas la collection, je vous invite vraiment à la découvrir. Quarto en est un des titres les plus emblématiques, dans lequel on doit aligner 4 pions, mais avec une règle de pose qui est vraiment très originale. Il y a Corridor aussi, et etc. beaucoup d'autres. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un nouveau jeu sorti. C'est Kawele. Kawele qui a un petit air de Quarto en ce sens qu'il faut aussi aligner 4 pions sur une ligne, une colonne ou une diagonale, mais avec une nouvelle mécanique qui est très originale et inspirée de l'Awale, donc qui est un jeu traditionnel africain. Le principe du jeu, c'est qu'à chaque tour de jeu, vous allez poser un pion et puis égrener en fait une pile de pions de case en case. Donc quand je dis égrener, vous allez prendre la pile et vous allez déposer un pion à la fois de proche en proche sur des cases voisines. Ce faisant, vous allez tenter simplement de construire un alignement de 4 pions à votre couleur. En vous disant ça, vous connaissez pratiquement toute la règle. Vous avez donc un jeu qui est extrêmement épuré, mais qui est d'une profondeur stratégique vraiment incroyable. C'est un énorme plaisir que j'ai de découvrir un nouveau jeu dans cette gamme. Kawele est vraiment un coup de cœur parmi les jeux à 2 de cette année.
En organisant le festival Jeux de Nîmes 2022, j'ai été contacté par l'éditeur Cosmoludo. J'avoue que je n'avais suivi qu'à distance leurs jeux et quand ils m'ont demandé de participer au festival, j'ai bien évidemment accepté. Ils sont venus présenter leur gamme de jeux de réflexion abstraits pour 2 joueurs. Ils ont eu un succès qui nous a complètement bluffés et donc du coup nous sommes intéressés d'un petit peu plus près à leur collection de jeux. Donc je vous invite à découvrir toute la gamme, mais celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est simplement le dernier sorti. Il s'appelle Yoxi. C'est donc un jeu abstrait, de réflexion pour 2 joueurs, dans lequel en fait les joueurs auront des pions Yoxi, donc des pions où le O vaut 1 point, le II vaut 2 points, parce qu'il y a 2 lignes, le Y vaut 3 points, parce que c'est un Y qui a 3 lignes, et le X vaut 4 points. Et chaque joueur a des pions Yoxi à sa couleur, et puis il y a un totem qui est neutre et qui démarre au centre du plateau qui est vide au départ. Et le principe de jeu est très simple, à chaque tour de jeu, vous allez déplacer le totem, puis placer un pion Yoxi autour du totem. Vous allez continuer à jouer l'un après l'autre jusqu'à ce que le totem soit bloqué. Une fois que le totem est bloqué, on regarde quels sont les pions Yoxi qui l'entourent et le joueur qui a le plus fort score autour du totem a gagné la partie. C'est tout simple à décrire et pourtant c'est extrêmement raffiné à jouer. Donc c'est une gamme que je vous invite complètement à découvrir et donc en particulier Yoxi qui est le dernier sorti de la collection. Alors ce jeu n'est sans doute pas le plus pratique à ranger dans nos rayons, il ne sera peut-être pas non plus le plus pratique à ranger dans votre ludothèque, mais il n'empêche qu'il est sympa. J'aime, c'est un grand tube dans lequel vous trouvez donc un grand plateau et des tas de petits sacs, il y en a 6 exactement, qui sont remplis de petits pions en verre, et donc réellement en verre coloré. Le principe du jeu, c'est un jeu d'alignement, donc à la façon d'un puissance 4 ou d'un Penté pour ceux qui connaissent. Donc vous allez tenter de faire des alignements de 4, 5 ou 6 pions ou de capturer des pièces adverses en les entourant. Et le nombre d'alignements de 4, 5 ou 6 pions ou le nombre de captures dépend du nombre de joueurs, donc pour atteindre la victoire. Alors c'est un jeu qui, au départ, donc à l'origine c'était Penté qui ne se jouait qu'à 2 joueurs. J'aime est une adaptation de ce Penté qui s'adresse jusqu'à 6 joueurs. Et franchement, le plaisir du jeu vient quand on joue plus nombreux, parce qu'alors une interaction beaucoup plus forte commence à apparaître, quitte à ce que certains joueurs fassent des menaces et que d'autres décident de ne pas contrer ces menaces et de laisser les autres le faire. Donc il y a une espèce de transformation en jeu de diplomatie, d'être celui qui profite d'une situation en espérant que les autres colmatent les menaces des autres joueurs. Et c'est ça qui rend J'aime vraiment très agréable à jouer. Donc c'est dans des configurations à partir d'au moins 3 joueurs. Vous vous rappelez du Seven Wonders adapté dans une version spécialement 2 joueurs avec Seven Wonders Duel? Et bien maintenant, le fameux Splendor que vous connaissez peut-être, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le connaître, vient de se voir décliné dans une version qui s'appelle Splendor Duel. Alors, la réflexion que j'ai régulièrement quand les gens voient Splendor Duel, c'est de me dire, c'est bizarre, parce que autant Seven Wonders n'était pas terrible à 2 joueurs, et donc l'adaptation 2 joueurs était extrêmement bienvenue avec Seven Wonders Duel, Splendor se joue déjà très bien à 2, c'est déjà un très bon jeu à 2. Du coup, pourquoi Splendor Duel? Eh bien, quelque part, le titre du jeu ne lui fait pas vraiment justice, parce que Splendor Duel n'est pas qu'un Splendor limité à 2 joueurs. Je dirais que c'est un Splendor Plus, c'est un jeu dans lequel de nouveaux éléments de règles sont apparus qui augmentent le jeu précédent. Donc on est vraiment face à une évolution du jeu. Autant le Splendor était de type jeu tout public, autant Splendor Duel devient un jeu plus initié parce qu'il y a déjà plus de nouvelles dimensions qui interviennent dans le jeu. Il y a par exemple donc de nouvelles manières de prendre les gemmes dans le jeu. Il y a l'apparition d'un nouveau type de gemmes, les perles, qui ne sont produites par aucune des cartes et donc dont la gestion de la rareté devient très importante dans la stratégie du jeu. Il y a une notion de faveur accordée aux autres joueurs en fonction de certaines actions que vous faites.
il y a deux nouvelles manières de gagner, puisqu'il y a maintenant 3 conditions de victoire possibles. Et alors il y a aussi une nouvelle chose qui est apparue, c'est que dans les cartes de Splendor que vous achetez, il y a régulièrement des actions bonus qui sont gagnées au moment où vous gagnez la carte. Et donc tous ces éléments-là enrichissent le jeu, donc apportent une interactivité plus forte et appellent aussi à de nouvelles formes de réflexion, de nouvelles formes de stratégie dans le jeu. Donc Splendor est une belle réussite, ça n'est pas juste un Splendor limité à 2 joueurs. Donc je vous invite vraiment à chercher à le découvrir, même si vous connaissez déjà Splendor. On continue sur les jeux pour 2 joueurs. Et on trouve ici un nouvel exemplaire d'un jeu qui est dinguement original. Il y en a quelques-uns dans cette série, et Complice en est un. Dinguement original en ce sens qu'il propose une mécanique de jeu qui est vraiment sympa et innovante. Complice, c'est un jeu d'ambiance et de coopération pour 2 joueurs. C'est un jeu dans lequel, à 2, nous allons nous balader à l'intérieur d'une salle, donc par exemple à l'intérieur d'un musée, pour y dérober un maximum de trésors. Le truc, c'est que cette salle est protégée par des lasers. Il y a des lasers bleus et des lasers rouges. Et pour jouer, un joueur va enfiler des lunettes avec filtre bleu et l'autre joueur va jouer avec des lunettes avec filtre rouge. Donc le joueur qui a les lunettes rouges voit les lasers bleus et le joueur qui a les lunettes bleues voit les lasers rouges. Donc chacun a la moitié de l'information et l'idée, ça va être ensemble de réaliser un chemin dans la salle qui permet d'éviter l'ensemble des lasers. Évidemment, on joue contre le temps et donc on va fabriquer ce chemin dans l'urgence pour aller collecter un maximum de trésors et bien sûr sortir de la salle sain et sauf. C'est Complice, c'est super original et c'est pour 2 joueurs. Je vais maintenant vous faire découvrir une série de tout petits jeux sympas, faciles à emporter, faciles à faire découvrir avec des copains. Et le premier s'appelle Bag of Chips. Bag of Chips si vous l'achetez en Belgique ou Packet Chips si vous l'achetez en France. Mais dans les 2 cas, le jeu est exactement le même à l'intérieur. Packet Chips, c'est un jeu qui porte assez bien son nom puisqu'à l'intérieur, il y a des petits jetons en forme de chips de différents goûts. Donc il y a des natures, il y a des olives, il y a du paprika, poulet, etc. Et le principe du jeu, ça va être d'avoir des cartes qui définissent des objectifs de combinaison de chips. Et il faudrait essayer de deviner quelles sont, parmi les cartes que vous avez, quelles sont les combinaisons qui vont sortir et celles qui ne vont pas sortir. Ça paraît un petit peu aléatoire et ça l'est quand même honnêtement un petit peu, mais l'idée c'est que au fur et à mesure où les chips arrivent, vous allez devoir éliminer des cartes que vous pensez exclues de votre pari sur les objectifs qui vont se réaliser et ceux qui ne vont pas se réaliser. Et à la fin, avec les 3 cartes qui vous restent, il y en aura 2 qui vont être positives et une qui sera négative, c'est-à-dire avec un objectif que vous espérez ne pas être atteint. Et le joueur qui marque le plus de points gagne un jeton de victoire pour la manche. Et l'idée, c'est bien évidemment de collecter des jetons de victoire pour gagner la partie. Packet Chips fait vraiment partie de nos top petits jeux actuels. Un autre tout petit jeu et très addictif que l'on adore vraiment s'appelle Sea Salt and Pepper. Avec un jeu de mots pareil dans le titre, il doit probablement y avoir du Bruno Cathala dans les auteurs de jeux et effectivement il y a du Bruno Cathala et il est accompagné de Théo Rivière. Dans Sea Salt and Pepper, on va d'abord parler des illustrations, elles sont vraiment jolies. Ce sont des photos d'origami qui ont été faits sur mesure pour le jeu et ce sont tous des origamis marins, ce qui fait le lien donc avec le jeu de mots que vous trouvez dans le titre du jeu. Et ces cartes donc, qui représentent ces origamis, ce sont des cartes qui peuvent se combiner entre elles pour vous fournir des points de victoire et pour vous fournir des petites actions particulières. Et l'originalité de ce jeu, c'est qu'à chaque tour de jeu, vous allez piocher des cartes et les ajouter dans votre main. Vous allez pouvoir aussi les jouer généralement par paire pour pouvoir réaliser des actions complémentaires. Et le petit twist du jeu qui le rend vraiment super amusant et super addictif, c'est que c'est vous qui décidez quand vous terminez la partie parce que vous pensez gagner en points de victoire contre vos adversaires. Il y a des manières gentilles de terminer la partie où chacun note simplement les points qu'il a accumulés. Et il y a des moyens un peu plus flambeurs de terminer la partie où on dit dernière chance et où chaque joueur peut jouer un dernier tour de jeu et où vous ne marquez beaucoup de points, donc où vous avez carrément des bonus de points
que si vous battez tous vos adversaires. Il est beau à croquer, il est tout mignon, tout petit à croquer, donc il se glisse partout, il est facile à expliquer, c'est vraiment un jeu que l'on peut ressortir hyper facilement, c'est un excellent jeu, c'est donc Sea Salt and Pepper. Une autre pépite ludique dans une petite boîte de jeu, c'est District Noir. Alors le jeu paraît bien sombre, mais pourtant il n'a rien de sombre dans sa manière de jouer. C'est un jeu que je trouve très original, avec pourtant une règle d'une simplicité déconcertante. C'est donc un jeu qui ici s'adresse exclusivement à 2 joueurs, et son principe est extrêmement simple. C'est un principe de jeu dans lequel vous allez à votre tour de jeu, soit ajouter une carte à une rivière de cartes, soit prendre les 5 dernières cartes de la rivière, chose que vous pouvez faire une seule fois par manche. Et c'est à peu près tout. Au bout de 4 manches, vous allez compter les points qui sont formés par les combinaisons de cartes que vous avez accumulées devant vous. C'est à peu près aussi simple que ça, c'est désespérément simple, c'est fou, mais quand on y joue, il faut vraiment justement le jouer pour comprendre tout le sel du jeu. Vous allez voir qu'on se torture l'esprit à chaque fois que vient votre tour de jeu. District Noir, c'est vraiment un jeu qui nous a impressionnés par sa richesse derrière la simplicité de sa règle. On continue avec les petites pépites ludiques, comme vous le voyez ici. Donc le jeu s'appelle 0 à 100. C'est un jeu d'Antonin Bocara. C'est un jeu qui est basé sur la connaissance approximative des choses. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir une culture générale extrêmement précise. Il suffit d'avoir une idée de l'ordre de grandeur des réponses aux questions qui sont posées. En fait, toutes les questions dans ce jeu ont une réponse qui se trouve entre 0 et 100. Et à chaque tour de jeu, il va y avoir un nombre cible, et chaque joueur, parmi les propositions de questions qu'il a devant lui, va essayer de trouver quelle est la question dont la réponse se rapproche le plus du nombre cible. Bien évidemment, à chaque tour de jeu, il y aura donc une comparaison de la meilleure proposition, la définition d'un nouveau nombre cible, et on est reparti pour un tour. C'est un jeu de défausse, donc chaque joueur va tenter de défausser ses questions en répondant correctement par rapport au nombre cible. Donc de nouveau, une règle extrêmement simple et un jeu qui est original et vraiment très sympa. Voilà une autre petite pépite ludique que je ne résiste pas de vous présenter. Ce n'est pas tout à fait une nouveauté, en fait, c'est un jeu Mo, qui est un jeu de l'éditeur Hurricane. Hurricane, c'est un éditeur suisse et qui a créé notamment Monsieur Jack. On les connaît depuis leur premier jour où ils avaient édité le jeu Mo, donc il y a de nombreuses années. Et à notre grand plaisir, le jeu vient d'être réédité. C'est un jeu de Bruno Catala, c'est un tout petit jeu de cartes. Le jeu Mo est vraiment tout simple, c'est un jeu un peu vache, hein, haha. Et c'est un jeu qui se présente dans une boîte à meux, parce que si vous l'ouvrez, la boîte fait meuh. Et à l'intérieur, vous avez des cartes qui représentent des vaches. Et le but du jeu, c'est de faire un troupeau, une ligne en fait de vaches. Et à chaque fois que vous ajoutez une carte vache, vous pouvez ajouter seulement la carte le plus à gauche en mettant un nombre plus petit que toutes les autres vaches, ou plus à droite en mettant un nombre qui est plus grand que toutes les autres vaches. Il y a certaines vaches spéciales, et notamment des vaches intercalaires qui peuvent se glisser au milieu de la file, et d'autres qui ont des petits effets rigolos. Et l'idée, bien évidemment, est de se débarrasser de ces cartes pour avoir le moins de mouches possible. Parce que le compteur de points, c'est un compteur de mouches qui volent autour des vaches. C'est complètement craquant. Alors il y a une variante à 2, mais honnêtement, ce n'est pas la configuration la meilleure. Il faut franchement jouer plus nombreux pour vraiment en apprécier l'ambiance et l'humour. On est toujours dans les petites pépites ludiques et les 2 prochaines que je vais vous présenter sont des jeux à cocher, comme on dit. Ce sont des jeux donc dans lesquels on a un carnet sur lequel on écrit des choses selon le type de jeu. Next Station London, c'est un jeu dans lequel on va dessiner des lignes de métro. Donc sur le carnet, il y a une représentation d'une grille avec des stations de métro qui sont en fait figurées par des formes géométriques. C'est supposé représenter Londres, il y a d'ailleurs la Tamise qui passe au milieu, et puis tout un ensemble de stations, donc comme je disais, en forme géométrique. Au fur et à mesure où on va jouer, on va retourner des cartes qui vont décrire une forme géométrique qui indique la prochaine station à relier. Et donc pour la ligne de métro que vous êtes en train de prolonger, vous allez simplement dessiner une ligne partant d'une des extrémités de votre ligne de métro pour rejoindre une station de la forme demandée.
Vous allez faire ça en 4 manches avec 4 crayons de couleurs différentes et chaque couleur de crayon représente une ligne de métro. Donc c'est pas très compliqué, hein, c'est simplement on retourne des cartes et on relie des stations de métro. Donc c'est relativement addictif. Il existe une version avancée dans laquelle il y a d'autres objectifs de points de victoire, donc pour pouvoir enrichir le jeu. Donc c'est vraiment tout sympa, vous pouvez jouer à peu près autant de joueurs que vous le souhaitez, il suffit que chaque joueur ait une feuille pour y jouer. Donc ça s'appelle Next Station London et mon petit doigt me dit que prochainement il y aura d'autres boîtes avec d'autres villes qui seront proposées. Une autre pépite dans les jeux à cocher s'appelle Kyudo. J'adore vraiment Kyudo, c'est un jeu à cocher que je trouve original par rapport à la plupart des autres jeux à cocher. Pourquoi? Parce qu'il est interactif. Dans Kyudo, il y a une vraie interaction entre les joueurs. Donc nous sommes dans un tournoi d'arc à flèches, un petit peu dans l'esprit Robin des Bois. Nous allons tenter de tirer des flèches sur une cible et la notion de coche sera en fait une notion dans laquelle nous devons cocher tous les niveaux, donc vous voyez tous les cercles de la cible. Ça, c'est une course en fait qui se passe entre les joueurs, donc il y a déjà un petit côté course. Et pour chaque couleur que vous avez déjà remplie, chaque nouveau toucher que vous allez faire dans cette couleur va en fait atteindre les autres joueurs et leur faire perdre du public. Donc il y a une double notion dans le jeu. Il y a d'une part remplir votre cible et d'autre part réutiliser les couleurs que vous avez déjà remplies pour éliminer des coches de public chez les autres joueurs. Il y a donc une double manière de gagner, soit par élimination des joueurs, soit en étant le premier à atteindre le remplissage de votre grille et à avoir plus de spectateurs justement que vos adversaires. Donc vous allez tenter de remplir votre cible tout en évitant d'être touché par vos adversaires qui eux auront rempli leur couleur. Il y a donc une vraie interaction forte entre les joueurs. À noter aussi que le matériel est vraiment très plaisant. Les dessins déjà de Camille Chaussy sont absolument formidables. Et à l'intérieur, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a un petit panier à dés dans lequel vous allez lancer les dés de chaque tour de jeu, qui est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, chaque panier dans chaque boîte est différent de tous les paniers de toutes les autres boîtes. Il y a un dessin unique dans chaque boîte de Kyudo. Donc c'est vraiment un jeu que je trouve vraiment très sympa, très craquant parce que il est original sur ce que l'on voit d'habitude dans les jeux à cocher par son interaction. Maintenant que nous avons fait le tour des jeux tout public et de toutes les petites friandises ludiques, on va passer aux choses un petit peu plus costaudes en passant à des jeux qui sont plutôt de type initié, donc des jeux avec des mécaniques un petit peu plus sophistiquées. Le premier s'appelle Tribu du Vent. Tribu du Vent est un jeu qui cartonne pour l'instant au magasin, donc au point que je n'ai même pas la boîte à vous montrer pour l'instant, donc vous la voyez en incrustation. Tribu du Vent, c'est un jeu initié effectivement, donc qui est absolument magnifique d'un point de vue illustration et d'un point de vue matériel. C'est un jeu qui est vraiment très agréable. Les illustrations sont signées Vincent Dutré. C'est un jeu qui est post-apocalyptique mais quand même relativement chatoyant. Comme vous le voyez, les couleurs sont quand même assez acidulées, donc heureusement. Post-apocalyptique dans un sens qui est relativement tendance actuellement, c'est nous avons un petit peu pourri notre planète. Donc la planète est envahie de pollution et les seules tribus qui ont survécu sont des tribus qui ont décidé de se réfugier dans des forêts et de construire des habitations à la cime des arbres. Et nous allons représenter donc une de ces tribus et nous allons tenter de reconstruire en fait notre environnement. Pour ça, nous allons jouer différents types de cartes qui vont nous permettre de faire des actions sur notre plateau individuel. Ces cartes sont par exemple des cartes rouges qui vont nous permettre de dépolluer différentes parcelles de terrain sur notre plateau individuel. Nous allons avoir des cartes jaunes qui vont permettre de déplacer nos voltigeurs donc pour se rendre vers des lieux de construction. Nous allons avoir des cartes bleues qui nous permettent de produire de l'eau, l'eau qui est nécessaire à utiliser des cartes vertes qui nous permettent de construire des forêts. Donc vous voyez, nous allons dépolluer, construire des forêts et puis déplacer nos voltigeurs pour construire des villages à la cime des arbres de ces forêts que nous avons construites. Toutes ces combinaisons vont se faire en jouant des cartes.
par comparaison avec les cartes que possède votre voisin. Ça, c'est vraiment l'originalité du jeu. À la fin, vous aurez tout un score qui dépend de toute la qualité de construction que vous avez fait. Donc il y a de multiples objectifs à réaliser pour marquer des points de victoire. La règle est relativement naturelle parce qu'en fait le thème se tient bien avec la mécanique et donc tout en étant un jeu initié, c'est un jeu dans lequel on rentre vraiment très facilement. Les couleurs chatoyantes aussi le rendent accessible, donc on n'est pas dans du post-apocalyptique terne, et c'est ce qui explique probablement le succès actuel de Tribu du Vent. Un autre jeu initié que nous avons beaucoup apprécié s'appelle Oricalc. Dans Oricalc, nous sommes dans une sorte de jeu de civilisation simplifié, c'est-à-dire un jeu dans lequel nous allons développer de nouveaux territoires, nous allons construire des bâtiments, nous allons déployer des forces sur ce bâtiment, nous allons exploiter les ressources, nous allons combattre les monstres qui se présentent sur certains types de terrains. Et ce qui fait l'originalité particulière d'Oricalc, c'est la définition de ces conditions de victoire. La condition de victoire se définit simplement en 5 points. 5 points de victoire. C'est donc un jeu qui a un rythme qui ressemble à celui d'une course. Donc on va essayer de très rapidement se développer pour très rapidement gagner les points de victoire avant les autres joueurs. C'est donc un rythme tout à fait particulier. On joue chacun sur son plateau individuel, mais la collecte des cartes d'action et de développement de terrain que l'on pose sur son propre territoire, ça se fait dans une pioche commune. C'est donc un jeu de développement et de stratégie qui va plaire aux adultes, mais qui, à mon avis, plaira aussi beaucoup aux grands enfants. Donc on est quand même dans un jeu un peu initié, hein. Donc il faut quand même des enfants d'à partir d'une douzaine d'années pour pouvoir maîtriser ce genre de jeu. Un autre jeu initié très attirant s'appelle Mille Fiori. Alors Mille Fiori, ce qui le rend original, c'est que c'est une espèce de jeu à cocher sur un plateau commun. Si ce n'est que ce n'est pas vraiment un jeu à cocher puisqu'on ne coche pas, mais il donne des sensations d'un jeu à cocher. Donc au lieu de cocher, en fait, on pose des jetons, et les jetons, ils sont sympathiques puisqu'ils sont transparents et colorés. Ils évoquent des vitraux, ce qui tombe bien puisque le matériel colle au thème. Les vitraux sont la thématique du jeu. Le plateau sur lequel on pose ces vitraux, ces jetons, est un plateau qui est divisé en différentes zones et qui représente les différentes étapes de construction des vitraux. Et chaque zone est une zone dans laquelle il y a une collecte de points, mais il y a toujours une notion de course et il y a toujours une notion de combo. On est donc vraiment dans la tactique de coche, ou en fait de pose de jetons dans différentes zones, donc pour comboter ou pour courir après les points de victoire. C'est un jeu qui est plaisant par ses dimensions de course et d'interactivité et de combo, et c'est ce qui explique très probablement le succès qu'il connaît actuellement. J'aurais probablement pu les mettre aussi dans les petites friandises ludiques, mais vous connaissez sans doute les grosses boîtes de jeux de Unlock, et l'éditeur Space Cowboys a décidé de proposer également des toutes petites boîtes qui contiennent un jeu qui est plus court, donc qui va aller de 30 à 45 minutes selon la difficulté du scénario que vous choisissez, qui ne coûtent pas cher, qui ont pour avantage, c'est que vous allez pouvoir choisir finalement le niveau dans lequel vous voulez jouer, puisque quand vous prenez une grosse boîte, vous avez en général une aventure simple, une aventure intermédiaire, une aventure complexe. Ici, vous pouvez choisir si vous préférez acheter des scénarios simples ou des scénarios plus complexes. Et chacune donc dure, comme je disais, 30 à 45 minutes, mais tout en utilisant la même application que les gros scénarios. Donc d'un point de vue richesse des aventures et richesse de l'interactivité, on ne perd rien par rapport aux boîtes originales. Il y a 6 scénarios qui sont proposés, et donc comme je disais, dans des versions simples, intermédiaires ou complexes, et donc vous pouvez choisir, et vous pouvez soit tous les collectionner, soit panacher ceux qui sont dans les niveaux ou dans les thèmes que vous préférez. On va maintenant passer aux choses très sérieuses, puisque je vais vous présenter des jeux de la catégorie plutôt expert. Donc ça s'adresse à des joueurs qui sont quand même relativement expérimentés dans le monde du jeu, donc qui sont prêts à encaisser des règles qui sont un peu plus sophistiquées. Fédération est le premier jeu que je vous présente. C'est un jeu donc de Dimitri Perrier et Mathieu Verdier, et qui est illustré par Miguel Coimbra. Miguel Coimbra, c'est un illustrateur que vous connaissez certainement parce qu'il a fait aussi les illustrations de Seven Wonders, entre autres, bien évidemment. L'univers, d'ailleurs, justement, qui est illustré,
est très bien choisi, je trouve, et l'utilisation de l'univers est très bien faite, parce qu'il y a d'une part des références geeks, des références à l'univers de Star Wars, à l'univers du cinquième élément et à l'univers de Star Trek. Ça va parler aux geeks. Mais en même temps, il y a eu un choix de tons chatoyants qui vont aussi plaire aux joueurs qui sont moins geeks, joueurs ou joueuses qui sont moins geeks. Donc c'est un jeu qui, malgré tout, pourra toucher tout le monde, mais chacun à sa manière. Ce qui permet de coller aussi aux univers auxquels je viens de faire référence, c'est que dans ce jeu, il y a une notion de fédération et de sénat. Donc vous avez un ensemble de planètes qui sont représentées sur un très grand plateau. Donc il y a un grand plateau central et puis des plateaux individuels. Et sur le plateau central, vous avez d'abord une grande zone qui est réservée au sénat, qui est la zone sur laquelle vous allez agir. En fait, votre but, en tant que nouvelle planète, vous voulez vous intégrer à la fédération. Et pour pouvoir vous intégrer à la fédération, vous allez essayer d'exercer votre influence au sein du Sénat et au sein des planètes qui composent la fédération. Donc, chaque action que vous allez jouer va consister à poser un pion au Sénat pour y développer votre influence. Et la pose du pion que vous allez faire, en général, aura des conséquences à plusieurs dimensions. La première dimension de la pose, c'est l'endroit sur lequel vous vous posez dans le Sénat, va définir la planète de la fédération avec laquelle vous allez interagir, donc sur laquelle vous allez exercer votre influence. Là, c'est bien fait, le Sénat est entouré d'un certain nombre de planètes, il y a 5 planètes qui ont chacune leur spécialisation. Donc il y aura une planète plus minière qui va vous permettre de produire des ressources, et une planète plus commerçante qui va vous permettre justement d'échanger, de faire fructifier vos ressources, et une planète d'érudits qui vont chacun vous apporter une petite capacité instantanée ou à plus long terme, et une planète qui va faciliter votre influence au niveau du Sénat, et enfin une planète robotique qui va vous permettre de développer des capacités de manière répétitive, de manche en manche, ou de produire de nombreux points de victoire pour la fin de la partie. Donc ça, c'est la première dimension de la pose que vous faites au Sénat, c'est choisir la planète que vous allez influencer, sur laquelle vous allez vous développer. Je devrais noter aussi d'ailleurs qu'en utilisant l'influence de la planète, donc vous allez non seulement gagner l'effet de la planète, mais il y a aussi un petit effet de course à l'influence sur la planète avec des bonus de points de victoire sur certaines étapes d'influence franchies sur les planètes. Donc la deuxième dimension de pose que vous aurez en posant un jeton d'influence au Sénat consistera à influencer le Sénat lui-même. Et là, vous avez 2 manières d'influencer le Sénat selon le côté sur lequel vous posez votre pion. Donc, si vous posez votre pion d'un certain côté, vous allez influencer des lois qui sont votées au Sénat. Et les lois, en fait, sont plutôt des dimensions tactiques de collecte de points de victoire. Donc vous allez favoriser certaines lois ou d'autres en fonction de votre situation tactique à l'instant T, au moment où vous décidez d'exercer votre influence. Il y a une autre manière d'influencer le Sénat, c'est de financer des projets. Financer des projets, c'est quoi? C'est financer une collecte de points de victoire à la fin de la partie. Et bien évidemment, vous ne financerez que les projets qui vont fournir des points de victoire dans votre intérêt à vous par rapport au choix de développement que vous avez fait. C'est un jeu qui a été extrêmement travaillé d'un point de vue développement stratégique, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les stratégies sont possibles. Il est possible de gagner avec toutes les stratégies et aucune stratégie martingale n'existe. Les auteurs me l'ont garanti, ils ont vraiment joué des centaines de parties pour s'assurer qu'il n'y avait aucun biais qui rende systématique la victoire en choisissant une stratégie particulière. C'est un jeu qui est extrêmement riche, il a un matériel qui est absolument fabuleux. Il faut quand même quelques tours de jeu pour rentrer dans la partie, mais après quelques tours de jeu, on commence à rentrer dans la mécanique et on finit par savourer la richesse du jeu. C'est un jeu qui est aussi extrêmement renouvelable parce qu'en fait, les effets de chacune des planètes peuvent se renouveler de partie en partie. Donc non seulement sur un setup donné, vous pouvez explorer plusieurs stratégies, mais en plus, il existe des setups différents que vous pouvez varier de partie en partie. C'est donc un jeu dont vous ne verrez jamais le bout, d'une très grande richesse. Et donc ces fédérations, ça fait partie des coups de cœur que nous avons dans les jeux experts de cette année. Un autre jeu expert qui a rencontré un succès énorme cette année s'appelle Ark Nova. Ark Nova a rencontré un succès probablement pour 2 raisons. La première raison est son thème qui est animalier, qui est la construction d'un zoo, mais d'un zoo à vocation scientifique. Et le deuxième
évidemment par sa mécanique qui est fluide et accessible malgré tout pour un jeu expert. Donc dans Ark Nova, vous allez construire un zoo et vous allez vraiment construire ce zoo en ce sens que vous avez un plateau individuel et sur ce plateau vous avez un terrain dans lequel vous allez constituer des parcelles qui permettront d'accueillir des animaux. Donc un type d'action va consister à placer des parcelles dans votre zoo. Un autre type d'action va consister à placer des animaux dans ces parcelles, mais bien évidemment en respectant les règles d'habitat de cet animal, donc par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve, par rapport au voisinage avec d'autres parcelles. Vous allez aussi développer des projets ou contribuer à des projets de conservation. Vous allez aussi développer des partenariats avec des universités et tout cela va vous permettre de faciliter d'abord l'expansion de votre zoo et d'augmenter son prestige. Ce sera donc une course au prestige que vous allez faire et il y a au centre de ce jeu une mécanique qui est originale sur base de choix de cartes dont la valeur augmente au fur et à mesure où vous ne les utilisez pas. Et le principe de propre gestion des cartes et de l'amplitude des actions que vous allez réaliser sur ces cartes va définir justement le succès avec lequel vous allez pouvoir développer votre zoo. Si vous faites le décompte des jeux, vous verrez qu'en fait, ce n'est pas un top 40, mais un top 41. La raison, c'est ce dernier venu qui s'appelle Time of Empires, qu'on est vraiment très content de vous présenter. C'est un jeu qui, pendant que je tourne la vidéo, est arrivé dans nos rayons. Alors, ça n'est pas un jeu que je mets par hasard à l'intérieur du top, parce que c'est un jeu que nous avions eu la chance de pouvoir découvrir quand il était encore à l'état de prototype. Donc ici, le jeu nous avait déjà beaucoup plu quand il était un prototype. Ici, nous le voyons arriver dans son état final. C'est un jeu qui est absolument magnifique d'un point de vue matériel et j'ai déjà parcouru un peu la règle et qui est écrite d'une manière absolument limpide. Donc je suis certain que vous pourrez rentrer dans ce jeu de manière très aisée grâce à l'écriture très claire de la règle. Time of Empires, c'est un jeu qui est édité par Pearl Games. Pearl Games, c'est un éditeur qui nous a habitués à produire des jeux de type expert, le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, et dans lesquels il y a toujours un twist mécanique original. C'est pour ça que les jeux de Pearl Games sont généralement très attendus. Et le twist original de Time of Empires, c'est que c'est un jeu de civilisation en temps réel. Temps réel, ça veut dire quoi ? C'est assez exceptionnel pour un jeu de type expert, c'est-à-dire qu'il y aura des sabliers dans le jeu qui vont définir le rythme auquel vous pouvez jouer les actions. Donc quand vous posez votre sablier sur un lieu, vous devez attendre qu'il soit complètement écoulé avant de pouvoir le déplacer pour réaliser une action sur un autre lieu. Donc il y a une espèce de pose d'ouvrier en temps réel, donc c'est-à-dire que poser votre sablier sur un lieu bloque évidemment l'action de ce lieu pour les autres joueurs. Et vous devez donc trouver le rythme, donc essayer d'avoir les yeux partout pour voir quelles sont les actions disponibles, ce que vous avez envie de faire, où en sont vos sabliers et où en sont les choix d'action des autres joueurs. C'est presque pas possible de tout voir en même temps, donc à vous de savoir ce qui est important de regarder. Ce qui est bien fait, c'est qu'il y a un mode d'apprentissage dans lequel vous pouvez découvrir le jeu de civilisation sans la notion de temps réel. Et une fois que vous vous sentez à l'aise, comme dit la règle, probablement que vous ne pourrez plus vous passer des sabliers. Ces sabliers, en fait, heureusement, ça n'est pas 1 heure de sablier à un rythme effréné, sinon ce ne serait pas tenable, notre tête exploserait. C'est un rythme de manches de 9 minutes, donc toutes les manches ont 9 minutes et elles sont rythmées par une application que vous pouvez télécharger sur l'appareil de votre choix. Donc c'est Time of Empires, c'est clair qu'on va en reparler, mais je voulais absolument le glisser dans le top parce que c'est clairement un jeu qu'il faut suivre. Et bien voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. C'est vraiment très sympa d'avoir parcouru ce top avec moi. Je suppose que vous avez zappé les différents jeux pour trouver les catégories qui vous intéressent. Donc j'ai essayé de mettre des propositions dans tous les styles. Ça va de l'enfant au tout public, à l'ambiance, à la stratégie, aux jeux plutôt initiés, aux jeux plutôt experts. Donc il y en avait pour tout le monde. Dans tous les cas, pour approfondir cela, je vous invite à consulter le site Jeux de Nîmes ou simplement à passer au magasin pour discuter avec nous et mieux cibler votre choix pour trouver vraiment le jeu qui vous convient le mieux. Je vous remercie en tout cas, merci de suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et j'espère à bientôt.